En 1961 naissent les éditions Marvel telles que nous les connaissons aujourd'hui. Au travers du personnage de Johnny Storm, Stan Lee et Jack Kirby préfèrent relier les adolescents au rang de comic relief, c'est-à-dire le comic de service. Obsédé par les bagnoles de course et les jolies filles, il est là pour faire rire avec ses blagues puériles qu'il fait subir à la chose et attendrir avec ses histoires d'amour. Iceberg, le plus jeune des X-Men, aura un peu le même rôle, sauf que c'est le fauve qui subit ses blagues et que celui qui emballe le plus dans la bande reste Warren Worthington III alias Angel. En mai 1962, ils créèrent Rick Jones dans les pages du premier Incredible Hulk. C'est une sorte d'ultimate sidekick. Il secondera tour à tour Hulk, Captain America, et les cris Marvel et son fils Janice, avant de retourner auprès du bon Dr. Banner. Du temps où il opérait avec Captain America, il était même membre honoraire des Avengers. Rick Jones n'est pas vraiment exceptionnel en soi, mais le personnage est surtout connu pour son implication dans la guerre Kree-Skrull et d'être intimement lié aux origines de Hulk. Cette brillante idée de créer un adolescent qui serait le partenaire de plusieurs super-héros différents évite au duo Stanley-Kirby de créer tout un tas de personnages qui pourraient faire inutilement doublon. Mais c'est loin d'être le plus grand coup de génie de Marvel en ce qui concerne les adolescents. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous révéler qu'un gros problème découle de l'archétype du teenage sidekick. Le principe même est un demi-fail. Pourquoi ? Le fait est qu'un héros s'adresse à un adolescent via son partenaire pour transmettre ses idées, ça marche. En revanche, les enfants qui lisent des comics ne souhaitent pas devenir le teenage sidekick, puisque d'une certaine manière, ils le sont déjà. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir le héros. Et c'est là le coup de génie qu'auront Stan Lee et le trop méconnu Steve Ditko qui marquera à jamais l'histoire des comics books. En ce jour béni de septembre 1962, dans les pages de Amazing Fantasy numéro 15, les deux artistes nous présentent le premier teenage hero à avoir sa propre série et son lot de problèmes existentiels, The Spider-Man. C'était un pari risqué, à tel point que l'éditeur en chef de Marvel poussa un soufflon aux deux artistes en leur disant que c'était la pire idée du monde. Un adolescent vêtu d'un costume d'araignée. Personne n'allait aimer. Erreur. L'idée qu'un héros adolescent vive ses aventures sans être supervisé par une figure adulte plaît tellement au public qu'il sera de retour 6 mois plus tard dans son propre magazine. Les adolescents lisant ses aventures se retrouvent à travers le personnage. Et c'est grâce au succès de Spider-Man que beaucoup d'autres héros adolescents puissent prendre leur envol sans souffrir de l'ombre d'une figure héroïque adulte. Ces jeunes héros vivent leurs propres expériences et c'est ce qui leur donne toute leur grandeur et leur intérêt. Au mois de février 1964, DC lance un nouveau concept, The Teen Titans. L'équipe est composée à l'origine de Robin, Aqualad, Kid Flash et ils seront rejoints un an plus tard par Wonder Girl, la petite sœur de Wonder Woman. Sans oublier Speedy qui rejoindra la bande en 1968. Les puristes objecteront et doivent sursauter devant leur ordinateur en se disant que je raconte n'importe quoi, que les X-Men sont apparus en 1963, donc un an avant les Titans, et eux aussi c'était des adolescents avec des pouvoirs, bla 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 bla. Les X-Men c'est mieux, c'est de la discrimination, gna 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 gna. Alors déjà, vous allez vous calmer. Et certes, les X-Men ont été créés un an avant les Titans, mais ils restent rattachés à leur mentor, le Professeur X. D'ailleurs, c'est dans le titre. X-Men signifie les hommes de Xavier. C'est une milice au service de son idéologie. Alors, sur ce coup-là, au niveau émancipation, c'est DC qui remporte le point. Désolé. Ou pas. À partir des années 70, grâce à Spider-Man et les Titans, les teenage sidekicks deviennent des Young Heroes et leur émancipation a permis de laisser la place, de faire valoir aux minorités qui n'étaient quasiment pas présentes dans les comics jusqu'à la fin des années 60. C'est d'ailleurs durant cette période que le terme sidekick disparaît pour être remplacé par le terme partner, ce qui illustre le statut d'égalité entre les personnages. La rivalité Titans-X-Men naîtra véritablement à cette époque. Les New Teen Titans de Wolfman et Perez vivent des sagas très proches des X-Men. La saga Raven, sortie en 1980, fait écho à la saga du Phénix, amorcée un an auparavant dans les aventures des mutants. Un autre point en commun, les deux équipes seront attaquées par un mercenaire surhumain. En 1980 est créé le personnage de Deathstroke, qui jouera la perte des jeunes héros dans The Judas Contract, sorti en 1984. En 1991, dans les pages de X-Force, les éditions Marvel créent le personnage de Deadpool, qui lui a été engagé pour tuer les jeunes mutants de X-Force. Les deux équipes seront en concurrence jusqu'à la fin des années 90, qui finira par une victoire incontestable des X-Men et des autres groupes mutants. Effectivement, les années 90 sont marquées du mutomania. Les groupes se multiplient pour le plaisir des lecteurs et du scénariste Chris Claremont, qui s'est montré particulièrement prolifique entre 1980 et 1992. Le problème est que lorsqu'un néophyte arrive sur l'univers des mutants, il y a de quoi être perdu. Entre les terres parallèles, les clones, les futurs alternatifs et que sais-je encore, il
il y a énormément de choses à savoir et beaucoup de mutants se font inutilement doublons. Pour résoudre ce petit souci de surpopulation, les scénaristes ont tout un tas d'outils mis à leur disposition pour régler ce problème. Extrémistes religieux anti-mutants, robots géants tueurs d'enfants, confréries adverses qui ne partagent pas l'idéal de Xavier, voire carrément la suppression intégrale de leur pouvoir et de leur espèce. Les jeunes mutants sont souvent victimes d'attaques violentes et leur espérance de vie s'en retrouve très limitée. Tant et si bien qu'ils apparaissent et disparaissent à une vitesse phénoménale sans que beaucoup d'entre eux accèdent au titre officiel de membres des X-Men. Si cela a pour effet de toucher la corde sensible d'une grande partie du lectorat, je n'arrive plus à m'y attacher car je sais pertinemment comment cela va finir pour eux. Moi, je préfère largement des groupes tels que The New Warriors. Dwayne Taylor, héritier de Taylor Foundation et plus connu sous le nom de Night Fighter, décide de recruter plusieurs Teenage Heroes afin qu'ils l'aident dans sa lutte contre les dealers de drogue et les guerres de gangs qui ravagent la ville et qui, au passage, ont causé la mort de ses parents. Night Fighter va constituer son équipe en se référant à ceux qui ont longtemps été considérés comme la plus grande équipe des éditions Marvel, les Fantastic Four. Night Fighter est la tête pensante du groupe ainsi que le leader. Richard Rider, alias Nova, a pour rôle de tank. Et dans les rôles de Johnny et Susan Storm, nous avons le couple mutant Angelica Jones, pyrokinèse connu sous le nom de Firestar, et Vance Astrovic, un télékinèse qui a pris le nom de Marvel Boy en hommage à Jean Grey. Leur premier combat les confrontera à Terrax, un ennemi des 4 Fantastiques, et déjà aux prises avec Namorita, jeune cousine de Namor, et Speedball. Chaque arc narratif s'attarde sur un membre du groupe et ses problèmes personnels. La série des New Warriors sortira sans interruption chaque mois de juillet 1990 à septembre 1996. Mais tout comme les Titans, les New Warriors ont été complètement écrasés par l'omniprésence des séries mutantes durant les années 90. Entre 2014 et 2015, un 5e volume tentera de faire revenir les Warriors sur le devant de la scène, mais fut arrêté au bout du 12e numéro. La Maison des Idées avait créé d'autres groupes d'adolescents et les Warriors semblaient définitivement dépassés. Et si Marvel innove à chaque décennie en proposant une nouvelle génération de Teenage Heroes, chez DC, la justice, c'est une histoire de famille. Lorsque Dick Grayson est devenu Nightwing, Jason Todd put devenir le second Robin, mais seulement pour une courte durée, de 1983 à 1989. Après sa disparition, ce fut Tim Drake qui prit le costume avant l'arrivée de Damian Wayne, le véritable fils de Batman. Pourquoi Jason Todd garda le costume aussi peu longtemps ? Eh bien parce que le pauvre garçon manquait tellement de traitement scénaristique qu'il semblait n'être qu'une pâle copie de Dick, et suite à un vote des lecteurs, Jim Starlin et Jim Aparo ont été chargés d'orchestrer sa mort des mains du Joker dans A Death in the Family. Lorsque Roy Harper devint Arsenal, il laissa le costume de Speedy à Tia Durden, la fille d'une ex de Green Arrow. De même que Donna Troy, la petite sœur de Wonder Woman, prendra le nom de Trowa et fut remplacée par Cassandra Sandsmark dans le rôle de Wonder Girl. Wally, quant à lui, laissa le titre de Kid Flash à Bart Allen, un descendant de Barry venu du 25e siècle, qu'il conserva jusqu'à New 52. Tim Drake, secondé par Superboy et Bart Allen, formèrent les Young Justice avant d'accéder au titre de Teen Titans dans la saga Graduation Day. Puis, ils ont laissé à leur tour le titre de Titans à une nouvelle génération, mais quelle que soit leur composition, ce groupe est toujours mené par un Robin. Et chacun d'eux a su insuffler une part de sa personnalité à l'esprit du groupe. Dans la première partie de ce chapitre, je vous avais dit que les adolescents héros étaient censés reprendre le flambeau de leur mentor et vous avez pu constater que dans les faits, très peu d'entre eux accèdent à ce statut. Malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent dans les bras de la mort bien trop jeunes. Parfois par manque de popularité, comme ce fut le cas pour Jason Todd, car les lecteurs préfèrent suivre le mythe originel, et parfois parce que les jeunes héros manquent d'entraînement et d'expérience, ce qui les amènera à commettre des erreurs catastrophiques, telles que ce fut le cas pour les New Warriors, dans la catastrophe de Stanford qui provoquera Civil War. Certaines de leurs pertes sont parfaitement justifiées d'un point de vue scénaristique, telles que le sacrifice de Supergirl lors de la crise des Terres Infinies ou celle de Richard Rider lors de son affrontement avec Thanos dans The Thanos Imperative. La guerre engendre forcément des victimes. C'est triste, mais c'est logique. Vous vous demandez peut-être, mais alors quel est l'intérêt de ces personnages s'ils sont condamnés à un funeste destin ? L'intérêt est avant tout pédagogique. Ces séries parlent d'intégration sociale des minorités au sein d'un groupe, quel que soit leur âge, leur origine, leur croyance ou leur sexualité, et souvent les groupes de teenage heroes font preuve de plus d'ouverture d'esprit que certains groupes élitistes tels que la Justice League ou les Avengers. La tonalité de leur aventure fraîche et colorée ne les empêche pas d'aborder des thèmes importants, tels que l'addiction à la drogue, souvent due à un mal-être, la difficulté
de trouver sa place dans la société ou le grand amour, et même parfois le sujet des MST. D'une certaine manière, ce genre de comics prépare les adolescents au monde des adultes. Ils y confrontent une existence que l'on avait idéalisée, remplie d'aventures et de voyages, au choc de la dure réalité et de ses dangers insoupçonnés. Mais il existe tout de même un juste milieu. Il est tout à fait possible de conserver ses rêves d'enfant tout en continuant à apporter l'enseignement de nos aînés et savoir faire face à nos responsabilités. Et c'est en faisant ce choix, ce compromis, qu'un individu qui n'avait jusqu'alors qu'un rôle secondaire dans la vie des autres devient le héros de sa propre histoire. C'est ce que m'a appris Dick Grayson le jour où il abandonna le rôle de Robin pour devenir Nightwing. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le dernier chapitre du livre 1 de Days of Comics. Ciao. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just